Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour ceux qui nous rejoignent et merci pour le fait qu'on soit suivi également en ligne puisque c'est retransmis en visioconférence. Vous assistez donc à la 3e table ronde de ce colloque intitulé « Le sport, un enjeu de société ». Nous disposons d'1 heure pour explorer ce sujet et il y aura 30 minutes dédiées aux questions, donc on aura le temps d'échanger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je tenais à remercier les intervenants et intervenantes de nous honorer de leur présence. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Barsac, qui est directrice exécutive Impact et Héritage Paris 2024. Nous avons Emmanuel Bonnet-Ouladj, qui était coprésident de la Fédération sportive et gymnique du travail de 2017 à 2024, administratrice, je vais y arriver, du comité olympique et sportif français et de l'Agence nationale du sport. Nous avons également Virgile Caillé, qui est délégué général de l'Union Sport et Cycle, et Stéphane Troussel, qui est président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Voilà pour les présentations. Je précise simplement que cette table ronde sera suivie immédiatement d'une 4e table ronde, donc restez dans la salle, il y aura également des échanges passionnants. Si l'on reprend le fil de l'histoire avec un grand H, le sport a toujours joué un rôle significatif dans les sociétés, reflétant et façonnant les valeurs et les dynamiques sociales de chaque époque. Des rituels religieux de l'Antiquité aux compétitions sportives modernes, le sport a évolué en tant qu'institution sociale, politique et culturelle. Aujourd'hui, il est devenu un phénomène mondial, intégrant des aspects économiques, entre autres, tout en continuant à influencer et à être influencé par les sociétés dans lesquelles il se pratique. Le sport n'est donc pas figé. Chaque époque donne un sens aux pratiques sportives et à travers les échanges qui vont suivre, eh bien, nous allons tenter d'explorer finalement les liens profonds qui unissent le sport et les sociétés, ou la société pour le coup, puisqu'on aura un focus français. Chers intervenants, je vous propose de répondre à une première question qui peut paraître banale. Quel est le rôle du sport au sein de la société ? Est-ce un outil efficace finalement au service des politiques publiques ? Je vais donner la parole à Marie Barsac peut-être pour commencer. Alors la réponse est oui, je crois qu'on a essayé de le démontrer avec Paris 2024 en travaillant main dans la main avec nos parties prenantes. Ça a été une marque de fabrique pour nous de montrer le meilleur du sport et de le montrer collectivement avec toutes les entités qui dirigent Paris 2024. Parce que nous on a vraiment la conviction chevillée au corps que le sport change les vies et que du coup le sport est un levier formidable pour l'éducation, pour l'inclusion, pour trouver un emploi, pour mieux vivre ensemble évidemment. Et donc pour ce faire, on a lancé un certain nombre de programmes et encore une fois, cette dynamique et ces programmes qu'on a voulu du coup laisser en héritage ont été pensés avec nos parties prenantes et pilotés, je dirais même mis en œuvre avec nos parties prenantes pour garantir leur futur au-delà de 2024. Pour nous, ça c'était très important. Et moi je dirais que si Paris 2024 réussit ces Jeux, c'est si seulement il a réussi à faire changer la perception qu'on peut avoir sur le rôle du sport dans notre société. Alors certes pour nourrir les politiques publiques, mais surtout pour convaincre des acteurs privés de financer le sport, d'investir dans le sport. Ça c'est un gros challenge. On a essayé de le faire avec nos sponsors, pour être tout à fait honnête, on est là en bout de course, donc on peut se dire les choses. On n'a pas forcément été au bout de l'ambition sur ce volet-là, mais le meilleur reste à venir. On a fait une démonstration de l'impact social du sport, notamment à travers différentes études que l'on produit à l'occasion des Jeux. Ce sont des outils qui vont nous permettre de dialoguer, on l'espère efficacement, avec les acteurs publics, mais ça c'est déjà fait, je regarde Stéphane Troussel, mais surtout avec les acteurs privés au lendemain des Jeux, et dès aujourd'hui, c'est la mission à laquelle d'ailleurs je m'attelle régulièrement. Alors vous évoquiez l'aspect économique, je pense que M. Caillé se fera un plaisir d'ajouter. Oui, on y reviendra peut-être parce que c'est un sujet effectivement assez déterminant. Vous évoquiez le fait que le sport devait évoluer, en tout cas s'adapter à la société. Et effectivement, ce sujet-là fait partie de ces évolutions. Et moi, je voulais revenir sur votre première question parce que je la trouve extraordinairement d'actualité et sensible, beaucoup plus fine et maligne qu'on pourrait le croire. Parce que la question, c'est est-ce que le sport est un outil effectivement efficace ? Et donc Pascal nous a dit qu'on pouvait parler librement, etc. Donc on va le faire. Et juste avant que Stéphane Troussel et Emmanuel s'expriment, la question c'est de savoir si nos élites, nos dirigeants politiques
les grands dirigeants économiques, les élites de ce pays, le considèrent effectivement, comment ils considèrent le sport. Pour moi, c'est ça le sujet crucial. Pour avoir l'occasion de discuter avec toutes ces personnalités, avec les pouvoirs publics, depuis des années, je m'aperçois à quel point c'est un combat permanent pour faire entendre que le sport, c'est pas qu'un sujet accessoire, secondaire. Dire à un politique qu'on pourrait construire une politique publique avec du sport, ça fait sourire souvent. Et je pense que le sujet clé, il est là, la reconnaissance de ce que le sport est un vrai sujet de société, qu'il peut effectivement répondre, ça ne sera pas la solution à tout, mais c'est une partie de la solution sur un certain nombre de sujets dont on va probablement parler maintenant, que ce soit de la santé publique, soit de l'éducation, que ce soit de la transition écologique, soit des leviers économiques, du bien vivre ensemble. Et moi, ce qui me désespère un peu, et j'espère que Paris 2024 sera effectivement un moment qui permettra d'accélérer ce sujet de la reconnaissance du fait sportif, j'espère que progressivement, on va atteindre cette forme de maturité et de reconnaissance. Voilà. C'est d'ailleurs un sujet qui a été évoqué lors de la première table ronde. Je vous laisse poursuivre, éventuellement sur effectivement l'apport du sport dans la fonction publique, enfin dans les fonctions publiques et les politiques publiques. D'abord, merci pour l'invitation à cette table ronde. Bon, le sport, c'est à la fois bon pour l'individu, c'est bon pour la société, c'est bon pour les sociétés, et c'est bon par ailleurs pour les territoires, ou le territoire, en tout cas je parle du mien, à l'occasion d'un grand événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pas besoin de faire trop long dans la démonstration, mais c'est bon pour l'individu à l'évidence, pour sa santé, pour son bien-être, pour sa capacité, y compris d'insertion. On peut faire avec Marie Barzac quelques démonstrations, là encore, de la capacité qu'on a eue à utiliser le sport comme levier d'insertion. C'est un bon levier d'émancipation. C'est d'ailleurs vu comme un certain nombre, y compris, je pense notamment aux plus jeunes, aussi comme un levier d'émancipation, de réussite, avec des aspects positifs et négatifs d'ailleurs, parce que tout le monde ne va pas devenir ni Zidane ni Mbappé, mais en tout cas, ça peut être aussi vu de ce point de vue-là. C'est bon pour la société dans son ensemble, parce que au-delà des clivages, qu'ils soient politiques, religieux, des convictions dans je ne sais quel domaine, eh bien c'est souvent c'est à travers le sport, sa pratique, le collectif qu'on peut partager des émotions, qu'on peut partager des objectifs, des enjeux. Et donc, oui, je crois que c'est bon pour la société, c'est bon pour les sociétés. On espère, je crois que le président de la République va recevoir un dirigeant chinois et qui va lui demander de l'aider à plaider pour la trêve olympique. Donc, ces moments de grands rassemblements, notamment lors des Jeux olympiques et paralympiques, on espère à chaque fois que ça soit un moment de trêve dans les conflits qui peuvent exister entre les nations. Et puis c'est bon pour les territoires quand on en fait un levier de développement. Et j'imagine qu'on en reparlera certainement au cours de cette table ronde. Mais je veux terminer par là. Je suis d'accord avec Virgile Caillet. À l'évidence, la France n'est pas une grande nation sportive. La France n'a pas fait du sport un élément structurant de sa politique publique, n'a pas fait du sport un élément, par exemple, qui structure en partie les activités dès le plus jeune âge à l'école. Bon, excusez-moi, puisqu'on nous appelle à une forme de liberté de ton. Il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale dans la salle. Les ministres des Sports et de l'Éducation nationale, les recteurs et les directeurs académiques peuvent se balader à peu près autant qu'ils veulent, nous expliquer que les 30 minutes de sport par jour sont effectives. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, quels que soient les points de vue qu'on peut avoir sur la manière dont les choses étaient faites, la réorganisation de la journée scolaire pour libérer du temps pour les activités, qu'elles soient physiques, sportives ou culturelles, a fait long feu dans notre pays. Bon, et donc, il faut espérer que les Jeux olympiques et paralympiques participent d'une forme de prise de conscience. On les organise une fois tous les 100 ans en France, que ça participe d'une forme de prise de conscience qu'il faut changer de braquet à tous les échelons de la société pour faire de la France une nation sportive. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup Pascal Boniface pour cette invitation. Pour moi, le sport,
quand les contenus sont adaptés, parce que le sport pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, quand les contenus sont adaptés, c'est d'abord un enjeu d'émancipation. Quel bonheur incroyable quand un gamin arrive pour la première fois à faire du vélo, sans les petites roulettes. Quel bonheur incroyable quand on arrive pour la première fois à courir 5 km, à courir 10 km. Le sport, c'est d'abord s'approprier son corps en relation avec ses compétences cognitives, et ça, c'est l'émancipation. Le sport, c'est aussi le lien social, grâce aux associations sportives, grâce aux installations des collectivités territoriales. Et le lien social, c'est évidemment ce qui nous protège du repli sur soi, du repli identitaire, de l'augmentation aussi, je vais oser le dire, des idées de l'extrême droite, parce qu'on va, dans les associations, essayer le plus possible de faire vivre l'inclusion. Et je vais dans le sens de Stéphane Troussel, pour moi, ce qui fait toute la différence avec l'activité physique et sportive. Le sport, c'est pas seulement de l'activité physique et sportive. On va monter les escaliers, on va en effet aller travailler à vélo, on fait de l'activité physique et sportive, mais on ne fait pas de sport. Et c'est le sport qui peut réellement être structurant en termes de politique publique, qui peut réellement être émancipateur pour un individu. L'activité physique et sportive, elle porte une simple visée hygiéniste qui, dans l'histoire, a pu porter aussi... encore une fois, le meilleur comme le pire. Et donc, moi, je pense qu'il faut en effet qu'une grande cause nationale, et c'est ce que fait, je crois, vraiment Paris 2024, porte l'enjeu d'un héritage en termes de politique publique sportive et pas seulement en termes de visée hygiéniste. Et donc, nous avons besoin davantage, par exemple, d'éducation physique et sportive à l'école, d'enseignants formés à l'éducation physique et sportive, plus que, par exemple, chronométrer le temps que passeraient les enfants dans les escaliers pour parvenir à dire « c'est bon, ils ont bougé 30 minutes aujourd'hui ». Je vais peut-être me risquer à faire un lien entre ce qui a été dit et une autre problématique. On a vu que là, sur un simple tour de table, on avait énormément d'enjeux qui ressortaient par rapport au sport. Vous avez évoqué que finalement la France n'était peut-être pas une nation sportive. Est-ce qu'on peut lier ça à la problématique d'acceptabilité, alors qui est aussi visible dans d'autres pays, mais en tout cas, on sait que au niveau du soft power, l'un des outils les plus utilisés, c'est justement l'organisation de grands événements sportifs internationaux. Et donc on voit que ça pose peut-être une problématique dans la mesure où ça peut être considéré à la fois comme une opportunité et comme une contrainte dans la planification et la mise en œuvre en fait, des projets liés aux grands événements. Je ne sais pas quel est votre retour par rapport à ça, mais... Sur le sujet de l'acceptabilité des grands événements, c'est sûr que c'est une question clé. Si on revient un petit peu en arrière, en 2015, quand nous avons annoncé notre candidature, dans le monde, il y a eu des référendums qui fait que des villes se sont retirées parce que la population a dit non. Boston, Hambourg, et puis si on regarde bien les choses, même Budapest et Rome se sont retirés juste avant qu'il y ait un référendum réalisé ayant peur du résultat. Donc on était dans cette période où effectivement les grands événements sportifs posaient question pour la population. Pourquoi tant de dépenses, souvent d'ailleurs dans l'inconscient collectif considérées comme publiques, et on verra que pour Paris 24 c'est pas que des dépenses publiques, loin de là l'organisation des Jeux, mais quand même les gens ont l'impression que c'est de l'argent public pour juste faire une fête, si belle soit-elle, pour célébrer les athlètes olympiques et paralympiques. Donc pour Paris 2024 à l'époque, nous on a mis ce sujet de l'utilité des Jeux et donc du coup de son acceptabilité au cœur de la candidature, et dès qu'on a gagné, on a continué à mettre cet argument-là à très haut niveau, puisqu'on a 3 piliers, 3 enjeux sur lesquels on a travaillé depuis le début et qui nous conduisent vraiment toutes ces années. C'est la célébration spectaculaire, donc des Jeux spectaculaires, donc là les épreuves sportives, c'est l'engagement de tout un pays et des territoires hôtes en particulier, et c'est l'héritage, donc comment ces Jeux peuvent être utiles, avoir une résonance pour chacun pour qu'ils puissent en percevoir un bénéfice. Et là, derrière l'utilité des Jeux, nous on y a mis des engagements forts, notamment avec des engagements qu'on a pu prendre avec les partenaires sociaux, avec Mohamed Younous, pour que ces Jeux soient responsables en termes économiques, sociaux, environnementaux. Tous les Jeux doivent évidemment faire mieux que l'édition précédente, mais nous, là, sur ces enjeux-là, on s'est vraiment donné des objectifs très précis, parce que générer un impact social positif, c'est absolument indispensable pour
conserver finalement l'adhésion d'une certaine façon des Français derrière le projet, et pour qu'on puisse faire comprendre que ce projet, Paris 2024, aura eu un impact positif pour le pays. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a beaucoup travaillé sur les enjeux économiques pour connecter les entreprises françaises à nos marchés, les TPE, les PME, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les impacts locaux. Stéphane pourra en parler. On a fait beaucoup de réunions de travail pour connecter ce tissu économique de la Seine-Saint-Denis aux opportunités des Jeux. Idem sur l'emploi. Ça, c'est vraiment des sujets importants. Sur l'égalité des genres aussi, comment les Jeux peuvent aussi faire progresser ce sujet en montrant qu'à l'échelle des Jeux, si on est capable de travailler à l'égalité des genres et à la lutte contre les discriminations, on peut le faire sur toute autre taille d'événement. Donc on a vraiment essayé de penser l'organisation des Jeux pour qu'elle soit acceptable pour le pays. Non, rapidement, on parle des Jeux, mais finalement, on pourrait imaginer que cette notion d'acceptabilité et presque de justification, parce qu'il ne faudrait pas croire que les Jeux sont quelques personnes dans un bureau qui se font plaisir, qui se disent tiens, si jamais on organisait les Jeux. Globalement, il faut avoir une stratégie. Et si on remet ça au niveau des politiques locales, c'est un petit peu la même réflexion. Quelle est la place du sport dans l'esprit de ces dirigeants, et quelle stratégie, quelle utilisation on va faire du sport et des activités physiques et sportives en général? Comment ça va permettre peut-être de redessiner l'aménagement de la ville? Comment ça va permettre de mettre en lien soit des générations, soit des quartiers? Donc en fait, je trouve que c'est bien de se poser cette question-là, c'est même indispensable, c'est même obligatoire donc d'avoir une stratégie lorsqu'on va organiser un événement planétaire comme les Jeux, c'est ce que a très bien décrit Marie, et je pense que pour les collectivités territoriales et locales, ça doit être la même chose. On ne doit pas subventionner un club parce qu'on le faisait, on le fait depuis toujours, etc. Et le fait que ce soit des voies potentielles, ça ne doit pas être suffisant. Il doit y avoir une vraie stratégie, à mon sens. Alors je suis désolé, je parle au nom des politiques public, mais je pense que effectivement cette notion de l'acceptabilité, elle est extrêmement importante et elle doit s'imposer partout. Et justement, qu'est-ce qui différencie finalement Paris 2024 des précédentes Olympiades? Parce que finalement le plan héritage impact n'est pas nouveau, mais qu'est-ce qui fait que Paris 2024 se différencie largement? On sait qu'il y a la proposition d'un nouveau modèle finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire? On arrive à un moment aussi où le CIO a produit son agenda, qui est son code agenda 2020+5, et nous sommes dans le timing, la première édition à être complètement dans le timing de la mise en place de cet agenda. Ce qui caractérise Paris 2024, c'est des jeux sobres, c'est-à-dire des jeux qui construisent peu. Donc ça permet deux choses essentielles pour l'acceptabilité du projet. C'est de limiter le budget, parce que quand on construit peu, du coup on a d'autant moins de budget à dépenser, et le budget que l'on a, on peut le consacrer à un héritage immatériel. Ça a été notre stratégie de consacrer des moyens avec un budget qui a été voté en janvier 2019, je regarde Stéphane, une stratégie héritage et durabilité avec un budget, un timing et un projet surtout. Et deux, ça permet de limiter l'empreinte carbone, puisque la construction est un facteur d'empreinte carbone important. Et donc là, du coup, en termes d'acceptabilité, à l'heure des enjeux climatiques extrêmement importants à l'échelle du monde, c'était important aussi de montrer que ces jeux n'allaient pas être générateurs d'une énorme empreinte carbone. Donc l'objectif de diminuer de plus de moitié l'empreinte carbone des éditions précédentes. Donc déjà, à ce titre-là, ça change la voilure. Et le peu que l'on construit, on le pense d'abord pour les habitants. Là aussi, on a complètement renversé la mécanique. On ne construit pas un village des athlètes pour accueillir dans les meilleures conditions les athlètes du monde. On construit d'abord un quartier de vie pour des habitants dans un territoire qui en a besoin, Stéphane détaillera, et ensuite on aménage ce quartier de vie pour accueillir les athlètes pendant 15 jours pour les Jeux Olympiques, 10 jours pour les Jeux Paralympiques, et au lendemain on réorganise le quartier pour accueillir les habitants juste après. Ça c'est important, c'est la même chose pour la piscine, le centre aquatique, c'est un équipement nouveau qui a été pensé comme une... Si vous m'excusez l'impression, une piscine municipale en gros, que l'on va upgrader pour les besoins des Jeux. On va monter des gradins temporaires pour accueillir du public pendant les Jeux, mais au lendemain des Jeux, on enlève ces gradins. Ils pourraient servir, et ils serviront en 2026 pour les championnats d'Europe de natation, mais au quotidien, c'est pensé comme une piscine pour les habitants du territoire, avec des bassins d'apprentissage de la natation pour les enfants, des bassins pour les clubs qui vont pouvoir occuper cet espace dans un territoire où on manque cruellement de piscines.
Et au-delà de ce bassin symbolique, le centre aquatique, on a intégré, et donc c'est l'État qui a investi à travers le financement de la Solidéo, à la rénovation de piscines, d'équipements sportifs, et également on a pensé une stratégie d'héritage pour les bassins qui vont être installés pour les compétitions de natation à l'Arena La Défense, que ces bassins puissent être réimplantés dans du coup 2 villes qui se sont portées candidates, Sevran et Bagnolet, pour là aussi que ces territoires bénéficient d'une piscine municipale au lendemain des Jeux. Donc toute cette stratégie-là, elle a été pensée dès le départ. Et donc c'est là où ça change par rapport aux éditions précédentes. On pense très long terme et on vote aussi les budgets sur ces enjeux de post-2024 dès le départ, parce que souvent, les éditions précédentes se sont un peu cassé le nez sur les budgets à la fin, quand on arrive à 1 an des Jeux. C'était le cas pour Rio, où ils n'avaient plus les moyens de transformer leur centre aquatique, de transformer leur gymnase de handball en école. Ils ont finalement fait ce projet il y a 2 ans, mais vous voyez, c'était bien après 2016. Donc il y a eu toute une période où on a largement critiqué Rio parce que la promesse de l'école qui était le fruit de l'équipement de handball n'était pas au rendez-vous. Donc là, le fait d'avoir sécurisé des budgets, ça aussi c'est très important. Alors la transition est toute trouvée avec justement le département de la Seine-Saint-Denis qui, alors d'une part, porte l'ambition d'être un territoire sportif. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus et faire le lien entre finalement l'enjeu qui repose sur le sport par rapport aux habitants du département et puis comment finalement le département s'est appuyé sur Paris 2024 pour répondre aux enjeux sociétaux auxquels il doit faire face. D'abord, je voudrais dire que le sport, la pratique sportive et la politique publique autour du sport, il faut quand même dire qu'elle est marquée par de très grandes inégalités. La Seine-Saint-Denis est d'autant plus marquée par de grandes inégalités qu'aujourd'hui, il faut le dire aussi, le financement du sport dans notre pays est assez largement assuré par les collectivités locales qui elles-mêmes font face entre elles à de très grandes inégalités de ressources et de richesses. Et donc, c'est pas pour rien si un territoire comme la Seine-Saint-Denis, qui est pourtant un des territoires, sinon le territoire le plus jeune de France métropolitaine, et donc qui devrait avoir, notamment parce que la pratique est souvent développée et large, et en tout cas encouragée chez les plus jeunes, elle devrait avoir un nombre de licenciés très élevé. C'est en tout cas plus élevé que la moyenne nationale, c'est pas le cas. Mais quand vous avez, par exemple, en Seine-Saint-Denis, 14 équipements sportifs pour 10 000 habitants, quand c'est 46 en moyenne nationale, quand vous avez 60% des gamins qui arrivent en 6e qui ne savent pas nager, excusez-moi, je vais décliner un certain nombre d'indicateurs pas forcément très positifs. Quand les profs de PS peinent parfois à assurer la totalité des disciplines parce que la distance entre l'établissement scolaire et l'équipement sportif est trop longue et donc ça ne leur permet pas de pratiquer dans de bonnes conditions. Et ça a des conséquences sur la santé, notamment celle des enfants, avec une prévalence de l'obésité qui est 4, 5, 6 points supérieure à la moyenne nationale et particulièrement préoccupante chez les plus jeunes. Alors oui, effectivement, nous avons décidé de nous engager pleinement dans l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Non pas que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont être la baguette magique et qui réglerait toutes les difficultés, y compris celles que je viens de décrire, mais en tout cas, c'est pour nous un moyen assez extraordinaire, dans un temps très restreint, pour traiter un certain nombre des sujets matériels et d'engager aussi de puissantes évolutions grâce à ce que Marie décrivait comme l'héritage immatériel. Mais bien évidemment que sur les équipements sportifs, quand on va construire ou reconstruire 7 piscines dans le département, 4 qui sont totalement construites avec des dimensions olympiques, soit qui vont servir de site de compétition, soit de site d'entraînement, qu'on va en rénover ou agrandir 3 autres, pareil, qui vont servir, par exemple, où vont être réimplantés des bassins provisoires qui sont posés dans l'aréna à La Défense. Quand il y aura, je crois,
13 gymnases ou parcs sportifs construits ou rénovés, quand ça c'est pour les aspects, quand l'espace public lui-même va permettre également de renforcer la pratique du sport dans l'espace public pour toutes et tous. Et là, je me concentre exclusivement sur la question des équipements sportifs, mais je pourrais y ajouter les transformations urbaines, le village des athlètes à Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, le village des médias à Duny au Bourget, l'agrandissement, la rénovation d'un certain nombre d'espaces verts, la dépollution d'un certain nombre de terrains. Vous voyez bien que c'est un événement qui est un accélérateur des transformations urbaines dans ce territoire qui doit rattraper un certain nombre de retards. Et puis, effectivement, à travers ce que le département a appelé un plan de mobilisation autour des Jeux olympiques et paralympiques, on a fait des Jeux un levier pour transformer un certain nombre de politiques publiques. C'est vrai dans l'accompagnement des clubs sportifs, par exemple, à qui on a demandé, dès lors qu'il y a un soutien du département, de développer des sections pour accueillir de manière plus égalitaire les filles et les garçons, à qui on a développé, qu'on a encouragé à développer aussi l'accueil des enfants ou des jeunes ou des moins jeunes en situation de handicap, notamment parce que le département a décidé de construire un grand équipement pour la pratique universelle du sport, un équipement qui s'appelle Prisme à Bobigny. On a aussi utilisé tous nos dispositifs d'insertion pour développer des actions d'insertion par le sport avec de multiples partenaires associatifs. Marie le disait aussi sur la question économique et l'accès à l'emploi. Seine-Saint-Denis a cette caractéristique qui, y compris avec le développement de l'ensemble de ces chantiers, connaît aujourd'hui un taux d'emploi supérieur à 1, mais est aussi donc avec plus d'emplois que d'actifs occupés sur le territoire, mais avec un nombre d'allocataires du RSA élevé, avec un taux de chômage très élevé, à la fois parce qu'il y a trop de jeunes encore qui sortent du système scolaire sans qualification, parce que les questions d'accès à l'emploi, de discrimination aussi, il faut le dire, rendent plus difficile l'accès à l'emploi d'un certain nombre des jeunes, y compris les plus qualifiés. Et donc on utilise un grand événement comme celui-ci, par exemple, pour développer des dispositifs passerelles, pour développer des dispositifs d'insertion par l'activité économique, de développer l'accès, la montée en compétences et de qualification des TPE-PME pour leur permettre, par exemple, d'accéder à toute la commande publique de la Solidéo ou les marchés lancés par le comité d'organisation. Bref, l'idée c'était de faire feu de tout bois et d'utiliser tous les dispositifs, toutes les actions possibles, à la fois pour en faire un outil de développement du territoire, mais aussi de transformation de la politique sportive du département et des collectivités, des clubs de Seine-Saint-Denis. Un petit mot parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Le budget des sports, c'est 0,18% du budget de l'État, donc ça donne du crédit à ce qui vient d'être dit. 0,18%, ça veut dire zéro. Ça veut dire que la ligne, elle pourrait presque disparaître. Et donc, quand on parle d'acceptabilité, pour moi, l'enjeu, c'est que les objectifs correspondent aux moyens dans la durée, puisque on est aussi dans un contexte budgétaire où, sans aucun débat parlementaire, il a quand même été décidé de raboter ce budget des sports en pleine année olympique, moins 50 millions d'euros pour le sport. Ce matin, j'ai appris que ce sont les cours d'école qui allaient être sacrifiés, en tout cas, je crois, pas loin de 8 millions d'euros pour faire en sorte que les cours d'école soient plus propices à la pratique sportive, moins 150 millions d'euros pour la jeunesse. Comment parler de sport, de Jeux olympiques, d'acceptabilité, sans parler de la jeunesse? Qui plus est, je ne ferai pas de dessin dans le contexte actuel. On est quand même dans une situation où les jeunes craignent beaucoup pour l'avenir. On est dans un contexte de 6e extinction de masse d'anthropocène. Je l'ai dit tout à l'heure, de montée de l'extrême droite partout dans le monde, en Europe et aussi en France. Et aujourd'hui, on décide de baisser ces budgets et donc finalement, sur l'autel de l'austérité, de sacrifier
la jeunesse et en partie des politiques publiques sportives. Donc pour moi, c'est quand même très inquiétant en termes d'acceptabilité. Et par ailleurs, pour avoir participé à un test event, parce que moi j'attends avec impatience les Jeux olympiques et paralympiques, et je suis en plus parisienne, donc moi j'ai très envie de vivre à Paris ces Jeux, mais je suis aussi inquiète des politiques sécuritaires qui vont être très visibles à proximité des enceintes sportives. Et voilà, j'aurais aimé, alors il y a un contexte évidemment, s'il se passe quelque chose, on dira qu'il fallait plus de sécurité, mais j'aimerais retenir autre chose de Paris 2024, et je trouve que la loi aussi sur la vidéosurveillance, l'évolution de certaines techniques pour déceler le dopage avec un recours génétique. Il y a plein de sujets fondamentaux qui touchent de très près et l'humain et la société qui, à mon avis, n'ont pas été mis assez en débat, qui ont été pourtant votés au Parlement, qui nous concernent toutes et tous, qui concernent les générations futures. Et voilà, en termes d'acceptabilité, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit aussi progresser. Oui, alors effectivement, on peut rappeler que le sport n'a pas vocation à répondre à tous les enjeux, mais en tout cas, il permet d'avoir une idée des dynamiques qui se jouent au sein de la société, et en tout cas, de faire sa part dans ces problématiques. Vous évoquiez les problématiques liées à la lutte contre le réchauffement climatique. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Caillé. Quelle opportunité la transition écologique offre-t-elle finalement aux acteurs de l'industrie du sport et plus largement aux acteurs du milieu sportif, et quels sont les défis et les contraintes finalement qui se posent? Alors on rejoint un petit peu la notion d'acceptabilité, mais en tout cas voilà, c'est aussi un enjeu majeur au sein de notre société, et vraisemblablement le sport commence de plus en plus à être impliqué sur cette question. Absolument, c'est un défi majeur de notre société, et il n'y a aucune raison que le sport échappe aux évolutions et aux contraintes de la société. C'est souvent d'ailleurs peut-être un peu une erreur de notre univers d'imaginer que la société évolue et que nous on reste un petit peu en vase clos. Donc encore une fois, sur le sujet de la transition écologique, on vient chercher l'exemplarité du sport. Et c'est ce qui est... je rebondis un peu sur ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que 0,18%, 0,2% du budget de l'État, juste à titre de comparaison, et encore une fois, c'est pas de la jalousie, mais à titre de comparaison, la culture, c'est 1%, donc x5. C'est pas du tout, encore une fois, de la jalousie, hein, c'est juste pour donner des éléments de comparaison. Mais 0,2% du budget de l'État, mais souvent, le sport sert d'exemple. Et on attend du sport une exemplarité exemplaire, j'allais dire. Donc voilà, ça c'est le petit côté assez gênant parfois de voir le peu de moyens et en revers de ça, l'exigence extrêmement forte sur les sujets sportifs, sur tous les thèmes. Donc revenons à la transition écologique. Donc plusieurs lois aujourd'hui en cours, 2 lois, dont une, la loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire, donc qui vise à passer d'une économie linéaire, je fabrique, je consomme, je jette, à une économie circulaire où on va réutiliser, réparer, recycler les produits. Et évidemment, dans le sport, on est directement concerné. C'est valable pour le secteur économique, les entreprises qui fabriquent beaucoup d'articles de sport. Vous imaginez, vous les uns les autres, tous les articles que vous pouvez utiliser en fonction des pratiques sportives que vous pouvez avoir. Donc il y a un sujet de remise en question complet de tous les modèles, que ce soit les modèles économiques, les modèles de fabrication, les modèles d'utilisation de ces produits. Mais moi, j'aurais envie un peu d'élargir le spectre. Il y a la transition écologique, il y a nos sujets, j'allais dire, très économiques sur les produits, mais finalement, ce sujet environnemental lié au dérèglement climatique aussi, il touche de plein fouet l'ensemble de la filière du sport. Et je ne pense pas qu'on ait collectivement mesuré encore les enjeux auxquels le sport va être confronté. Des enjeux d'acceptabilité, ne serait-ce que pour les grands événements sportifs internationaux, parce que 70% du bilan carbone d'un événement, quel qu'il soit, en général, ce sont les déplacements individuels, donc les déplacements en voiture. C'est ça l'enjeu. Donc vous imaginez sur un grand match de football, sur une Coupe du Monde, sur des Jeux Olympiques, ce que ça peut représenter.
Alors on trouve toujours des solutions alternatives, de la compensation, etc. Mais globalement, il va falloir s'attaquer à ce problème-là. Donc là, il y a le sujet de l'acceptabilité pour les événements sportifs, mais on a aussi la problématique des formats de compétition, même du sport amateur, qu'il faudra questionner un jour. Parce qu'aujourd'hui, avec les régions administratives, les compétitions régionales, vous pouvez avoir une équipe de La Rochelle qui va jouer contre une équipe de Pau, avec tout ce que ça représente en termes de déplacement, de concentration, de dépenses annexes, etc. J'ai pas la solution, je veux surtout pas être dans le yaka faucon, mais il faut que collectivement on s'interroge et on se pose les bonnes questions. Et puis ensuite, je parlais du réchauffement climatique, du dérèglement climatique même. Là aussi, il y a des enjeux considérables. On est sur une trajectoire de plus 3 degrés, on va dire, puisque les scénarios les plus optimistes, c'est plus 2 et les moins optimistes, plus 4. Ça veut dire quasiment 2 mois de plus à horizon 2030, 2 mois de plus à 30 degrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la canicule. Donc ça veut dire qu'il y a des disciplines qu'on ne pourra plus faire. Ça veut dire qu'il y aura des risques d'incendie sur des massifs forestiers, sur des zones où on faisait de la rando, où on faisait du vélo, etc. Donc ça va remettre en question un certain nombre de pratiques, ça veut dire réorganisation du sport, de la pratique, etc. Et je pense que là, il y a un vrai sujet auquel on ne s'est pas forcément confronté, et je nous inclus dedans, nous, acteurs économiques. On fait un tout petit peu l'autruche sur ce sujet-là, alors qu'il va nous arriver beaucoup plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer. Oui, alors pour le coup, on pourrait même évoquer un autre sujet qui est celui du rôle des athlètes sur ce sujet, mais là, on divaguerait. Peut-être que vous voulez intervenir sur la notion de transition écologique et la place que ça prend justement dans l'héritage et l'impact. Alors oui, quand on organise évidemment des Jeux olympiques et paralympiques, c'est la première question qu'on se pose. On le disait tout à l'heure sur l'acceptabilité. Il y a une empreinte carbone qu'on ne peut pas réduire, c'est celle que tu évoquais, c'est celle des déplacements, parce que les athlètes, l'encadrement, les spectateurs viennent de partout dans le monde et du coup ça, on ne peut pas le réduire. Pour autant, il y a d'autres volets du projet sur lesquels on peut agir et là on peut réduire. Donc on a beaucoup travaillé sur le volet énergétique, comment proposer des jeux qui utilisent 100% de l'énergie renouvelable. Et donc là, du coup, c'est intéressant parce qu'avec nos sponsors énergéticiens, on a pu travailler ce sujet en raccordant au réseau tous les sites de compétition, qu'ils soient classiques ou temporaires. Je vous donne un exemple, si vous êtes parisien, vous allez peut-être au concert au 14 juillet au pied de la Tour Eiffel tous les ans, eh bien sachez qu'à chaque fois, il y a 3 générateurs qui sont mobilisés pour organiser ce concert. Au lendemain des Jeux, parce qu'on va y organiser les compétitions de cécifoot et de beach volley, du coup, on raccorde au réseau la Tour Eiffel. En 2025, vous pourrez aller au concert en étant sûr qu'il n'y aura que de l'énergie du réseau qui sera utilisée. Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants parce qu'ils sont un héritage. Et de fait, dans les discussions qu'on a pu avoir avec nos sponsors, ils nous ont même proposé de pouvoir accorder au réseau des festivités, donc des événements, pas forcément que sportifs, culturels également, pour 300 villes en France, qui sont des villes terres de jeu. Vous savez, on a lancé toute une dynamique autour des villes françaises pour qu'elles fassent vivre les jeux à leurs habitants. Et donc, du coup, ça, c'est un bénéfice direct pour 300 d'entre elles pour raccorder leurs événements au réseau. Donc, 100% de l'énergie renouvelable. Le transport, donc une fois qu'on est en France quand même et qu'on veut se rendre sur les compétitions, évidemment là on favorise l'accès de tous les sites de compétition en transport en commun avec le développement, alors évidemment porté par les collectivités et l'État, de pistes cyclables. Ça ne vous a pas échappé, je pense, en région Île-de-France, il y a eu beaucoup d'aménagements cyclables. Et puis pour nous, Paris 24, l'aménagement de garages à vélo temporaires, parce que là du coup on va encourager les spectateurs à venir en vélo et là il va falloir pouvoir accueillir tous ces vélos. Donc tout ce dispositif-là, il est pensé avec aussi une spécificité et des investissements pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles aussi, elles puissent en transport en commun. Et là, il y a quand même des systèmes de navettes qui sont prévus pour un certain nombre d'entre elles pour aller vraiment jusqu'à l'entrée du site de compétition. Sur le sujet de l'alimentation, là aussi, c'est souvent générateur d'empreinte carbone. Là, on a porté un effort particulier aussi pour que les produits qui soient proposés, aussi bien au village des athlètes que dans les sites de compétition, ce soient des produits locaux et biosourcés. Et donc là, on a mené un travail avec toutes les filières agroalimentaires de la région Île-de-France notamment pour pouvoir alimenter les besoins pour créer tous ces menus et tous ces repas
13 millions de repas quand même pendant les Jeux, c'est pas rien, à l'occasion des Jeux. Et pour le village des athlètes, y compris pour nos restaurants dans les sites de compétition, on a aussi fait l'effort de proposer beaucoup plus de végies que traditionnellement. Par exemple, le site de La Concorde, si vous y allez voir du basket 3-3 ou du breakdance, eh bien, vous n'aurez que des propositions de menus végies, par exemple. Et pour les athlètes, il est hors de question, évidemment, de changer leurs habitudes alimentaires alors qu'ils doivent performer, mais pour autant, en termes de propositions, ils ont pas mal de propositions végies également. Et important, quand on parle d'alimentation, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, nous avons signé, d'ailleurs la semaine dernière, on l'a publié, on en a parlé à la presse, une convention avec les banques alimentaires, les Restos du Cœur et le Chaînon Manquant pour s'assurer que 100% de nos déchets alimentaires, donc sur ces 13 millions de repas, puissent évidemment être donnés, distribués à ces réseaux d'aide alimentaire pour aller vers ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se nourrir quotidiennement. Donc voilà, ça, ce sont des actions très concrètes qui permettent de lutter contre une empreinte carbone évidente. Bon, ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est vrai que est particulièrement juste, c'est-à-dire que les questions qui sont posées au sport, à l'économie du sport et a fortiori aux petits et encore plus aux grands événements, sont des questions qui sont posées dans tous les domaines de la société face au réchauffement climatique qui a déjà commencé et qui va s'amplifier. Et donc, avec notamment, s'agissant des grands événements, la question des déplacements qui pose vraisemblablement le plus de questions. Parce que quand on transporte sur un temps aussi réduit autant de participants, bien évidemment que cette question, elle est majeure. Donc, sauf à s'interroger plus globalement, effectivement, sur l'organisation de ces événements sportifs, c'est les modes de déplacement qu'il va falloir continuer d'interroger et leur utilisation. Mais j'ai le sentiment que, à l'occasion de ces Jeux, ce que nous sommes collectivement, et la France de ce point de vue peut être fière de cela, et y compris de porter le message que ce que nous sommes fixés collectivement comme objectif, tant à l'occasion de la réalisation des chantiers que des objectifs en matière, là aussi, de déplacement, même si l'état du réseau de transport en Île-de-France, disons-le, va compliquer un peu la tâche et va rendre plus difficile que ce qu'on aurait pu espérer l'utilisation des transports collectifs, avec y compris le fait que le nouveau réseau du métro du Grand Paris Express ne sera pas livré dans sa totalité, et seule la ligne 14 sera livrée. Mais qu'il s'agisse des chantiers, qu'il s'agisse des déplacements, qu'il s'agisse y compris des objectifs autour de l'économie circulaire pendant les Jeux, ou qu'il s'agisse des conventions déjà adoptées par le comité d'organisation sur la réutilisation de tout le matériel sportif au lendemain des Jeux, je crois oui, il y a eu des objectifs très ambitieux. La réduction de l'impact carbone de 50% dans les 2 villages, alors qu'on va construire en zone dense urbaine 2 nouveaux quartiers particulièrement importants, l'un en proximité de la Seine, l'autre en proximité d'un parc, le parc départemental Valbon à la Courneuve, de 410 hectares classés Natura 2000, avec là encore des objectifs très élevés en matière environnementale. Ça me paraît assez exemplaire à l'occasion d'une édition des Jeux. Pareil sur, par exemple, on avait quand même au cœur d'un quartier d'habitation en Seine-Saint-Denis une usine de traitement de déchets usagés, classés, dont les techniques et dont les rejets étaient classés Céveso, au cœur des habitations. Grâce au jeu, elle est délocalisée dans une zone d'activité avec bien évidemment bien moins de risques, tant pour l'environnement que pour les habitants. Idem sur par exemple la réalisation d'espaces verts. J'ai un exemple très précis, 13 hectares d'un site pollué à la Courneuve, propriété du ministère des Armées, qui était un site de dépôt d'hydrocarbures, et qui, grâce au jeu, parce que s'y déroule une épreuve, eh bien, non seulement le ministère des Armées a
accepté de le céder à l'euro symbolique au département de la Seine-Saint-Denis, mais grâce au financement obtenu dans le cadre des Jeux, c'est les moyens qui nous sont attribués pour dépolluer, réaménager et faire 10 hectares d'espace vert accessibles à la population, quand jusqu'à présent on ne pouvait pas y mettre un doigt de pied. Et j'ai de multiples exemples comme cela, la manière dont vont être, je l'ai dit, dont ont été construits les logements, mais c'est le cas aussi sur les modalités d'alimentation en énergie des différentes piscines. Vraiment, il y a eu des objectifs très élevés. Et d'ailleurs, je crois que, puisqu'on parle d'héritage, il faut que tout ce qui a été imaginé, pensé, réalisé à l'occasion de ces Jeux, notamment s'agissant des constructions, d'équipements, des transformations urbaines, ça nous serve pour en tirer des conclusions et des enseignements sur la manière avec laquelle désormais il faut penser à aménager la ville de demain, en particulier en zone dense. Oui, ce matin, Anne-Laure Bonnet a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'organisation sportive mondiale avec un impact zéro, ça c'est évident, et il ne peut pas y avoir d'événements sportifs sans impact sur l'environnement. Ceci étant dit, est-ce qu'il faut y renoncer? Moi, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas se passer de temps universel, de rencontres. Voilà. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de réduire tout ça. Je pense que maintenant, on en a quand même pris conscience et qu'il y a des innovations qui, progressivement, vont permettre de baisser les émissions carbone. Mais ce qui me paraît important, et d'autant plus en tant que responsable de la vie associative, c'est de travailler la question de la proximité et de se réapproprier l'organisation d'événements sportifs de proximité à petite échelle. Parce que, Virgile, tu disais tout à l'heure les régions administratives. Avant, dans le milieu rural, il y avait des clubs de foot absolument partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de clubs de foot partout, puisqu'il y a une logique impulsée aussi par des politiques publiques et parfois par des enjeux tout à fait légitimes de réduction budgétaire, de mutualiser les équipes de différentes communes. Résultat, on prend plus la voiture et résultat aussi, on se désengage d'un point de vue bénévole parce qu'on se sent moins concerné, parce que ce n'est pas notre village et en fait, on produit une vie associative qui est différente et qui est finalement plus polluante et peut-être aussi avec un engagement citoyen moindre. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance aux associations sportives, aux fédérations sportives qui essayent, avec les collectivités territoriales, de se réapproprier ce local. En Seine-Saint-Denis, on a un très bel exemple que Stéphane Troussel connaît très bien avec Nage ton canal, où il y a un enjeu aussi de réappropriation par la vie associative de l'espace public naturel, en l'occurrence de nager dans le canal de l'Ourcq. Donc ça, ce sont vraiment des innovations sportives, associatives, qui permettent aussi de faire de l'éducation populaire et de faire en sorte que quand on pratique aussi en ayant pleinement conscience de son environnement. Et ça, c'est la force aussi de la vie associative, peut-être à la différence, cher Virgile, du secteur marchand. Oui, juste rebondir là-dessus, évidemment. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'intégrer les changements de comportement. C'est le cas dans notre vie de tous les jours, ça doit être le cas aussi dans la vie sportive, notre vie sportive. Je suis complètement d'accord avec les sujets de proximité. Ce sera de toute façon inéluctable, hein. Il faut qu'on l'entende, il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on essaye de l'anticiper pour justement le travailler à notre échelle et tel qu'on le souhaite, dans le modèle que l'on le souhaite. Juste, je reviens d'un mot sur la loi AGEC. Alors, le terme un peu barbare, retenez simplement que dans le cadre de cette loi AGEC, eh bien, elle consacre la création d'une filière de recyclage des articles de sport et de loisirs. Ça veut dire qu'à l'instar de l'électroménager, des piles, des lampes, etc., désormais, vous pouvez, et c'est le cas actuellement, puisque dans le cadre de la grande cause nationale, on a organisé une grande collecte du sport, vous pouvez donc ramener dans un certain nombre de lieux de collecte, à commencer par les magasins de sport, vos anciens articles de sport usagés ou que vous n'utilisez plus.
afin qu'ils soient réparés ou redonnés à des associations, aux acteurs de l'ESS, etc. C'est la circularité dont je parlais tout à l'heure. Et puis, donc ça, c'est des changements de comportement, parce qu'on a tous dans nos garages, dans nos caves, dans nos greniers, des haltères, des raquettes de tennis, des vieux skis, des vieilles chaussures dont on n'arrive pas à se séparer. Or, elles pourraient soit être recyclées, soit bénéficier d'une seconde vie. Changement de comportement. De la même manière, sur les déplacements, que ce soit sur des compétitions amateurs, sur le sport professionnel, sur les grands événements, on a encore là aussi beaucoup de changements de comportement à adopter. Covoiturage, transport en commun, l'utilisation de la mobilité active au travers des vélos. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de pistes cyclables et qu'elles soient correctement aménagées, sans rupture, protégées de la circulation des voitures. Et qu'il y ait aussi des parkings à vélo sécurisés, qu'on ne laisse pas son vélo à assistance électrique à 2000 € accroché à un arceau comme ça toute la soirée. Donc il y a un vrai travail de fond. Je ne suis pas du tout critique quand je dis ça. Je dis simplement que c'est un travail de fond, de temps long. Et il faut qu'on accepte les uns et les autres de modifier nos comportements. On est en train de parler de compost, alors ça n'a rien à voir avec le sport, mais on voit bien que progressivement les choses avancent, et il faut que dans le sport également, les choses évoluent, et c'est le cas chez les acteurs économiques, probablement même, j'oserais dire, plus rapidement que le secteur sportif. Pourquoi ? Parce que c'est absolument incontournable pour eux, c'est déterminant. Ça va être un élément clé du choix des consommateurs demain. Ce sont des obligations légales qui apparaissent en France, mais aussi partout en Europe et dans le monde. Donc de toute façon, c'est une orientation qui est inéluctable et qu'il faut absolument, associer. Il faut s'y associer et il faut l'accompagner et non pas essayer de la freiner. Mais le monde économique, c'est aussi les associations, Virgile, les acteurs économiques. C'est aussi les associations sportives, le bénévolat, etc. C'est très très bien. C'est très très bien qu'on l'entende comme ça. Ça me fait plaisir. Alors, on pourra revenir justement sur la dimension, le poids économique du sport, parce que peut-être qu'on n'en parle pas souvent. On peut enchaîner avec ça. Oui, non, mais rapidement, juste parce que parfois, je dis nous, la filière du sport, on a tendance parfois à nourrir un petit complexe d'infériorité. Il y a un certain nombre d'études quand même qui se recoupent récentes. Entendez, il faut faire un peu œuvre de pédagogie, entendez que le poids économique du sport aujourd'hui en France, c'est plus de 70 milliards d'euros. C'est plus de 2,5% du PIB, donc ça peut vous paraître pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une notion précise de ce que peut être le PIB, de ce que représente 70 milliards, mais entendez simplement que c'est quasiment le même poids que le secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est 450 000 salariés dans l'univers du sport au sens très très large. C'est autant que la filière automobile. Et ça, on ne le dit pas. Et c'est pour ça que je dis que parfois on nourrit un complexe d'infériorité. Et c'est pour ça que c'est bien de considérer aussi que les associations sont, à leur manière aussi, des acteurs économiques, des employeurs, etc. Et qui participent aussi à cette dimension économique du sport. Et il faut qu'on l'assume, il faut qu'on assume aussi, nous, acteurs de la filière du sport, ce poids économique, cette représentation, et je passe sous silence, on pourrait en parler aussi, toutes les externalités positives aujourd'hui qui sont de véritables leviers de croissance. On peut parler du sport en entreprise, on peut parler du sport santé, le tourisme sportif, qui est une véritable révolution aujourd'hui, avec énormément de potentialités, que ce soit sur le plan économique ou de l'employabilité. Donc il y a vraiment des enjeux autour de la filière sport. Peut-être un mot sur l'employabilité, justement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a utilisé, en tout cas, cet événement et un certain nombre de programmes qu'on a développés, à la fois pour, je reviens un petit peu en arrière sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure, vraiment essayer de faire en sorte qu'à l'occasion de cet événement, on puisse essayer d'utiliser les transformations pour favoriser la pratique la plus large possible du sport partout et pour toutes et tous, en utilisant la transformation urbaine pour favoriser l'aménagement de pistes cyclables. On est dans un département très marqué par son histoire industrielle, très marqué par son histoire des grands ensembles, très marqué par la réalisation des routes et des autoroutes ou des lignes de chemin de fer qui ont un peu
fracturer, balafrer le territoire. Et donc, à l'occasion de ces grands projets urbains, eh bien, on en profite pour à la fois apaiser le cadre de vie, mais aussi favoriser des espaces publics qui permettent d'avoir une pratique sportive la plus large possible, en développant des programmes, 24 sites pour 2024, pour faire en sorte que, y compris dans des espaces publics qui ne sont pas a priori connotés favorables à la pratique sportive, eh bien, on y développe de ce type de programme. Et pour, du coup, faire davantage le lien avec la question à l'instant, oui, là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, un programme comme Insersport, on a avec un certain nombre de partenaires, des coachs sportifs, des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire, essayer d'utiliser ce type de programme pour raccrocher des jeunes ou des moins jeunes à l'insertion professionnelle à travers des programmes sportifs pour développer l'employabilité, y compris en développant l'employabilité, eh bien, leur permettre d'accéder à un certain nombre d'opportunités économiques qui se sont développées avant les Jeux, pendant les Jeux, et je l'espère au lendemain des Jeux, comme opportunité liée à l'attractivité renforcée du territoire. Et effectivement, justement sur ce sujet d'employabilité, ce que vous disiez, Emmanuel, sur le rôle du bénévolat dans le milieu sportif, c'est quand même un élément qui est très problématique, parce que c'est le parent pauvre, quelque part, qu'on retrouve souvent en difficulté avec un manque de moyens dans les assos. Et pourtant, on se rend bien compte qu'à travers les programmes qui sont développés par le biais de Paris 2024 et par d'autres biais, que les associations sont au cœur en fait, du mouvement pour redynamiser, pour justement porter ces jeux et faire du sport finalement un enjeu de société. Les associations, elles permettent l'accessibilité au sport pour tous et tous. Elles permettent le droit au sport pour toutes et tous. Et 9 associations sur 10 sont animées, dirigées exclusivement par des bénévoles. Et pourquoi c'est important ? Parce que, évidemment, je ne suis pas du tout contre les salariés dans les associations sportives, et il y en a aussi dans ma fédération, mais dès lors qu'il y a des salariés, eh ben, on risque d'augmenter le coût d'accès à la pratique sportive, et on peut aujourd'hui avoir des adhésions à 400 € l'année, par exemple, pour faire 1 heure de natation par semaine pour un enfant de 6 ou 7 ans. Ça peut être ça, la réalité. Est-ce que ça, c'est réellement permettre un droit au sport pour toutes et tous ? Non. Donc, il y a un enjeu évident de soutenir le bénévolat. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on sait que c'est pas facile, et il y a eu une intervention ce matin là-dessus. Ça passe par du temps libéré. Donc, ce matin, je disais à mon voisin, peut-être que ne pas augmenter l'âge de départ à la retraite, par exemple, ça aurait pu être une porte d'entrée pour qu'il y ait des jeunes retraités, ou le baisser, la retraite pour toutes et tous à 50 ans. Je peux vous dire que ça va dynamiser l'animation des associations sportives. Voilà, donc je lance la proposition. Ça va dynamiser l'économie de la France aussi. Bah oui, forcément, puisqu'on va consommer différemment. Voilà, donc oui, le bénévolat. Et le bénévolat, certes, il a été très affaibli par le Covid, mais il est loin d'être mort. Il y a des formes totalement différentes aussi aujourd'hui pour s'engager, et quelque part, tant mieux, parce qu'il y a nombre de bénévoles aussi qui peut-être n'ont pas passé assez de temps avec leur famille et qui ont pu avoir des regrets. Et donc voilà, il y a des formes nouvelles aujourd'hui. Il faut aussi que tout ça puisse s'organiser. Et un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit Virgile sur le secteur de la santé. Sport-santé, pour moi, c'est justement interpellant. J'ai lu un article cette semaine qui indique que le secteur qu'on appelle, cher Eric, qui sur la francophonie, qu'on appelle le wellness, le secteur du wellness, donc le secteur du sport, de l'activité physique et sportive en lien avec la santé, c'est 7 milliards d'euros. Mais dans le même temps, l'ANSES, qui est l'agence de sécurité sanitaire, elle dit qu'il y a 95% de personnes qui auraient besoin de faire plus d'activités physiques et sportives. Donc, c'est pas parce que d'un côté, il y a un secteur économique qui fleurit que les inégalités sociales, évidemment, par ailleurs, vont mieux. Je voulais juste ajouter un mot, mais ce n'est pas totalement éloigné de la phrase de conclusion d'Emmanuel. Mais ce qui est sûr, y compris Emmanuel rappelait la part du sport dans le budget de l'État, 0,18%. Une des questions qui nous est posée collectivement, c'est quelle
quels moyens collectivement nous voulons consacrer au sport dans notre pays. De différentes façons possibles. Et quelle part de ces moyens on socialise, y compris ou pas. Parce que bien évidemment que si tout est renvoyé exclusivement, et moi je favorise un certain nombre de projets exclusivement privés, avec une tarification privée dans un certain nombre de cas dans mon département, y compris parfois avec l'intervention de la puissance publique. Mais il faut qu'on trouve le bon équilibre pour que justement il y ait un développement. Si on pense que c'est bon pour l'individu, c'est bon pour la société, eh bien qu'il y ait donc davantage de moyens collectivement que nous consacrons au sport, et ensuite qu'on fasse un choix entre la part, on va dire, socialisée et celle qui ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il faut se saisir des Jeux pour, y compris, porter ce débat-là au lendemain des Jeux comme un héritage possible. Quand dans mon département, et pourtant le département n'est pas la collectivité de France qui est forcément la plus riche de France, mais oui, on a utilisé les Jeux pour faire, y compris, des arbitrages internes sur les moyens que nous consacrons au sport. Quand on décide de mettre des moyens sur la construction d'équipements sportifs, quand on décide de renforcer les moyens dédiés aux clubs, quand on décide de développer des événements dans l'espace public, quand on décide de créer une nouvelle aide 100 € pour tous les gamins de 5e parce qu'on a identifié le fait que à cet âge-là, c'est souvent un élément où les plus jeunes, notamment les jeunes filles, cessent la pratique sportive, et donc pour encourager la pratique sportive en complément de l'aide de l'État qui est de la caisse d'allocation familiale qui est sous condition de ressources, le département décide de faire une aide universelle de 100 € pour tous les élèves de 5e pour leur permettre de payer un abonnement dans une association, dans un club sportif. Eh bien, c'est une manière d'encourager et d'essayer de lever les barrières, un certain nombre de barrières, des freins, y compris économiques ou financiers, qui peuvent être des obstacles à la pratique la plus large possible. Et donc on aura à se poser ce type de questions sur, encore une fois, ce que nous voulons consacrer collectivement au sport dans notre pays. Disons-le, aujourd'hui, par rapport à d'autres, c'est relativement très faible. Moi, je voulais donner un exemple d'un projet qui me semble assez emblématique et qui a été initié par Paris 2024 sur la base d'une expérimentation qu'avait menée la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France avec Pôle emploi Hauts-de-France pour mettre des demandeurs d'emploi et des recruteurs sur un terrain d'athlétisme de façon anonyme pour procéder à des job dating. Il se trouve qu'ils ont observé qu'il y avait un taux de retour à l'emploi qui était supérieur à un job dating classique. Et donc, du coup, le dirigeant de la Ligue du Nord d'athlétisme est venu nous en parler, et on s'est dit, banco, investissons dans ces job dating sportifs, on les a appelés du stade vers l'emploi, pour montrer en fait que le sport est un formidable outil pour trouver un job, puisque le sport, c'est révéler des savoir-être, et aujourd'hui c'est ça que recherchent des employeurs. Donc, je vous la fais courte, on est passé de 50 job dating en 2020-21 à aujourd'hui 500. Ce qui est intéressant derrière ce programme, c'est qu'au début, il y a évidemment la mobilisation de Pôle emploi avec ses ressources humaines qui préparent et les recruteurs et les demandeurs d'emploi, ça c'est sûr. Mais derrière, le financement venait que de Paris 2024. Nous, on a investi sur la période 2 millions d'euros. Mais aujourd'hui, cette année, Paris 24 n'a versé que 30 000 €, alors qu'on est passé à 500 job dating partout en France. Et demain, nous n'investirons plus, puisqu'on disparaît à la fin de l'année. Et là, c'est Pôle emploi qui investit sur le sujet avec vraiment beaucoup de moyens pour les années à venir. Ce qui est intéressant derrière, c'est que les opérateurs, c'est qui ? En fait, c'est les clubs. Et que là, on montre aussi à quoi sert le club dans son territoire. Emmanuel le disait très justement, le rôle sociétal que joue le club dans la commune, il est capital. Et il n'est pas seulement pour occuper les enfants, il n'est pas seulement pour être en bonne santé, il est aussi pour aider à trouver des solutions. Là, en l'occurrence, on est parti d'une discipline, l'athlétisme. Aujourd'hui, on a 8 fédérations qui mobilisent leur ligue régionale et du coup leur club pour être les opérateurs de ces job dating. Donc, ils reçoivent de l'argent. Le budget que j'évoquais tout à l'heure, c'est les versements qui sont faits auprès des clubs. Mais qu'est-ce qui se passe en plus ? Eh bien, 2 choses. La première, c'est que Pôle emploi aussi remarque l'état de santé général des demandeurs d'emploi. Et du coup, se questionne sur la nécessité de remobiliser ces demandeurs d'emploi aussi sur le sport pour reprendre confiance en eux. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un besoin de remise en forme. Donc là, on est sur un sujet santé, mais aussi estime de soi. Et donc là, on voit nourrir et on voit naître des initiatives où le Pôle emploi travaille avec des clubs, les mêmes clubs, mais cette fois-ci de façon plus
individuel, plus resserré, avec un petit nombre de demandeurs d'emploi pour les aider à reprendre confiance en eux. Et le deuxième axe aussi, qui n'était pas évident au départ, mais qui commence à fonctionner, c'est que les clubs, ils ont l'occasion de rencontrer des recruteurs à l'occasion de ces job dating, puisque ce sont des entreprises qui viennent recruter. Et du coup, en marge du job dating, ils discutent un peu business, sponsoring, et le club local peut discuter avec le garagiste, le restaurant du coin, pour qu'ils deviennent sponsors de son club. Je suis allée dans le détail pour vous montrer en fait la force de ce projet, qui est tout simple au départ, mais qui montre en fait qu'avec un peu de moyens, on peut montrer le meilleur du sport et ô combien les clubs jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne sous plein d'aspects différents. 30 secondes, parce qu'après, il faut qu'on passe aux questions. Non, comme toujours, Marie a raison, mais je vais être nuancé, je vais être plus nuancé, c'est qu'un des enjeux, c'est effectivement qui prendra le relais de l'ensemble de ces programmes assez exceptionnels qui ont été lancés. Et disons-le, compte tenu des annonces qui ont été faites tant par le ministre du budget sur les 10 milliards, plus 20 milliards et potentiellement 20 milliards supplémentaires, au total 50, et qui n'ont, Emmanuel le disait, pas épargné le budget du sport. Moi, j'ai quelques inquiétudes sur la pérennité de ces programmes. Parce que Marie, à juste titre, a expliqué que après septembre 24, les financements permis par le COJO sur ces programmes assez extraordinaires qui ont été organisés, montés avec les collectivités locales, avec les associations, avec les acteurs locaux, avec le monde sportif, eh bien, justement, il faut pouvoir les pérenniser, les développer, y compris sur la base des résultats qu'on aura constatés. Mais ça ne va pas être automatique. Il va falloir, comme souvent, être particulièrement mobilisé pour pouvoir les pérenniser. C'est effectivement tout l'enjeu du futur pour le sport dans la société française. On va passer immédiatement aux questions du public, alors que ce soit à distance ou dans la salle. N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Yanis Rusk, je suis en classe préparatoire dans le 93 à André Bouloche. J'aimerais revenir sur ce que M. Troussel a dit, sur le fait qu'on a encore pas mal d'efforts à faire pour devenir une nation sportive. Ma question est, est-ce que pour que la France soit une nation sportive, donc pour que les jeunes générations se mettent au sport et essayent de briller dans ce domaine, le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à aider financièrement ces athlètes ? En effet, quand on sait que certains champions de France en athlétisme sont obligés de travailler à côté pour subvenir à leurs besoins, cela peut freiner l'envie de certains jeunes de se lancer dans ces sports. Et j'ai une deuxième question qui est beaucoup plus courte. Je voulais vous demander, est-ce que selon vous, le gouvernement fait assez pour régler la différence du nombre d'infrastructures entre le 93 et les autres départements ? Alors à la première question, est-ce qu'il fait assez ? Finalement, aux deux, je vais vous répondre non, il ne fait jamais assez, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les règles de financement des politiques sportives aujourd'hui, notamment pour les collectivités locales, oui, elles sont insuffisantes et surtout elles sont très inégalitaires. À partir du moment où le financement du sport et des installations sportives repose très largement sur les collectivités locales, et je suis profondément décentralisateur, mais je constate aussi que la décentralisation, compte tenu de ce qui se passe, non pas depuis 40 ans, mais plutôt depuis une vingtaine d'années, l'État, tout gouvernement confondu, s'est surtout attaché à transférer des compétences pour se décharger d'un certain nombre de celles qu'il assumait jusqu'à présent. Eh bien, on a renforcé les inégalités entre les territoires. Et on pourra me raconter ce qu'on veut, la capacité de la commune de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, qui est capable d'offrir à chacun de ses retraités à Noël un aspirateur, est un peu différente de la commune de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis pour financer des piscines, des stades, des gymnases, des patinoires et que sais-je encore. Quand la ville-département de Paris reçoit
1,3 milliard de droits de mutation à titre onéreux pour une population de 200 000 habitants compte tenu du prix de l'immobilier à Paris et que le département de la Seine-Saint-Denis en reçoit à peine compte tenu des écarts du prix de l'immobilier entre nos deux territoires pourtant très proches, n'en reçoit que 200 millions, on ne peut pas faire exactement les mêmes politiques publiques. Bon, donc si le financement du sport et des infrastructures sportives repose à ce point sur les collectivités locales, et si, comme le proclame notre devise républicaine sur le fronton des écoles, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité qui doivent prévaloir, eh bien, il faut changer les règles de financement des collectivités locales. Si ça vous intéresse, j'ai publié une note il n'y a pas très longtemps sur le site de la Fondation Jean Jaurès sur la décentralisation. Donc, pour moi, c'est au cœur du sujet. Donc, nous, on s'est saisi des jeux pour construire des équipements, pour construire des piscines, des gymnases et autres équipements sportifs parce que nous avons été très massivement accompagnés. Nous avons même décidé, s'agissant du département, d'accompagner le programme des 5000 équipements sportifs annoncés par le président de la République par le biais de l'Agence nationale du sport. Mais j'ai envie de dire, là encore, ça rejoint la question précédente. Si c'est des économies budgétaires qui s'annoncent, je suis très inquiet sur la pérennité de ces programmes. Et les Jeux auront été un moment, par exemple, pour mon territoire, particulièrement utile et bienvenu, mais ils ne vont pas avoir tout réglé. Et que cette politique de rattrapage, il faut qu'elle se poursuive. Encore une fois, quand on est le territoire le plus jeune de France métropolitaine, des équipements sportifs, je peux en construire et encore. Et avec une autre difficulté, c'est que les équipements sportifs, il faut qu'ils s'entretiennent. Et donc les dépenses dites de fonctionnement pour l'ensemble de ces équipements, là encore, c'est des écarts entre les collectivités qui les assument. Et par rapport à votre première question, donc oui aussi, il faut qu'on, là encore, ça rejoint le débat que je posais sur qu'est-ce que collectivement nous voulons consacrer au sport pour faire de ce pays une grande nation sportive, comment on accompagne nos athlètes, depuis à quel moment, comment on facilite la vie professionnelle et la pratique sportive, comment on accompagne dans les domaines du logement, de l'insertion professionnelle, des capacités de déplacement. Et tout ça doit être arbitré aussi au regard des moyens financiers qu'on est prêt à y consacrer. Oui, j'aimerais répondre aussi rapidement aux deux questions. Je m'inscris parfaitement dans ce qui vient d'être dit. En gros, on revient au sujet de la considération et de la reconnaissance du sport et de son utilité sociale, publique, etc. Et quelle place on veut lui donner. En ce qui concerne les équipements, je crois qu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'en France, on a à peu près 300 000 équipements sportifs, qu'il y en a quand même plus de 40% qui datent d'avant 1985. D'accord ? Donc ils ne sont pas tout neufs. Donc vous imaginez sur les sujets énergétiques, etc. Là, en fait, on arrive au pied du mur. Tout le monde fait l'autruche pour le moment, mais tant qu'il n'y a pas un grand plan, une loi pluriannuelle sur les équipements sportifs, on s'en sortira pas. Je disais 40% qui datent de. Il y a 60% qui ont plus de 25 ans. Et 70% des équipements sportifs qui n'ont jamais eu de grands travaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'insisterai auprès de Stéphane Troussel pour dire qu'il existe aujourd'hui des solutions, probablement qu'il faut creuser un peu, des solutions alternatives entre des acteurs gestionnaires privés et les équipements sportifs scolaires, parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont souvent fermés en dehors des horaires scolaires. Pourtant, il y a une loi qui permettrait d'utiliser ces équipements-là, mais je pense qu'il y a une mutualisation, une optimisation qu'on pourrait avoir. Et puis, ces partenariats avec les acteurs privés dans le sens marchand du terme. Il y a des exemples avec des bails emphytéotiques administratifs. Ça a été fait à Montreuil, en contrepartie de la mise à disposition de l'équipement et de son utilisation commerciale. Il y a la réhabilitation de l'équipement. Et puis, il y a l'obligation de mettre à disposition un certain nombre de créneaux pour les écoles ou les associations. Et finalement, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là, que ce soit les acteurs marchands, les associations, les écoles et la collectivité qui va pouvoir consacrer ses moyens sur la réhabilitation des équipements plutôt que de construire des équipements de proximité, etc. Ou l'inverse.
c'est parfaitement vrai. Par exemple, nous ne construisons plus un seul collège en Seine-Saint-Denis sans demander à l'architecte, par exemple, de nous faire des accès distincts de l'entrée de l'établissement pour permettre, dans le cadre de conventions avec les villes ou avec les clubs sportifs, une utilisation en dehors du temps scolaire. Parce que, qu'il s'agisse d'ailleurs du gymnase ou de la cour, voilà des espaces publics qui, dans les établissements scolaires, qui ne sont pas utilisés le soir, les week-ends, les mercredis et durant les vacances scolaires. Donc systématiquement, voilà ce qu'on fait dans nos nouveaux établissements. Et pareil sur le deuxième exemple que Virgile citait, que ce soit le projet qu'on va développer avec la Fédération française de rugby à Pantin, que ce soit le projet qu'on va développer encore à Pantin avec Sport dans la ville, que ce soit avec une entreprise qui développe des terrains de paddle au stade départemental de Marville en Seine-Saint-Denis. À chaque fois, c'est de la mise à disposition du domaine public dans le cadre de conventions d'occupation du domaine public où un partenaire privé, dans le cadre d'un bail qui dure plusieurs décennies, développe son projet sur ce domaine public. Et juste un petit mot sur les sportifs, je ne devrais pas, mais je le dis quand même. Vous évoquez le soutien aux athlètes. Alors ça va beaucoup mieux, il y a eu quand même beaucoup d'efforts avec l'Agence César du sport, il y a un accompagnement, un soutien aux sportifs français, mais c'est vrai que beaucoup d'entre eux étaient sur le seuil de pauvreté. Alors c'est un sujet qui est encore ce qu'on appelle nous dans notre jargon le profile, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais sorti. J'en parle là parce que voilà, on est entre gens de confiance. Souvent, les athlètes qui ne sont pas professionnels ou qui n'ont pas des gros revenus parce qu'ils sont dans des sports qui ne sont pas forcément médiatisés avec beaucoup de primes, etc., font appel à des petits partenaires, des sponsors qui leur donnent 5 000 euros, 10 000 euros sur 1 an, 2 ans pour les accompagner dans leur performance. Ça se développe énormément, enfin c'est énormément présent. Nous, on a un sujet pendant, ça fait déjà 6-12 mois qu'on se bagarre avec l'administration. L'URSSAF n'a rien trouvé de mieux que de requalifier en contrat de travail les partenariats de 5 ou 10 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer ? Les entreprises vont arrêter de se retrouver sous pression avec ce genre de contrat. C'est plus 100, c'est 160. On se retrouve avec un salarié supplémentaire. Ça peut engendrer tout un tas en cascade de complexité administrative. Et on essaye de faire casser ça, parce qu'il y a eu un jugement malheureusement qui a été jusqu'à la cassation. Donc aujourd'hui, il faudrait faire changer la loi pour dire que le sportif ne peut pas être assimilable à un mannequin. En France, les mannequins doivent avoir un contrat de travail pour les protéger, justement, etc. Mais là, on est sur 2 cas, du perchiste ou du judoka ou du lutteur qui, dans le cadre de sa préparation au JO, pendant 2 ans, a besoin d'un petit accompagnement pour compléter son salaire ou son job d'étudiant, etc. Et là, on se retrouve nous-mêmes à se mettre des bâtons dans les roues et à se compliquer la vie. Et c'est un sujet qu'on essaye de casser, mais ça explique aussi pourquoi les entreprises sont souvent réticentes, frileuses sur ce genre de situation. Et d'ailleurs, j'en profite pour compléter, et vous me direz si je dis des bêtises, mais il me semble que les collectivités sont de plus en plus nombreuses à financer des athlètes. Il y a notamment un programme actuellement qui finance et aide une 50aine d'athlètes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça repose aussi sur la compétence des collectivités. Bonjour, je tiens à vous remercier pour la nature de vos propos et les problématiques sous-jacentes qui ont été soulevées. Alors, je suis déjà intervenu ce matin, j'étais tout au moins conseiller pédagogique en éducation physique et sportive dans un corps d'inspection du 1er degré. C'est à ce titre, et ça va être peut-être redondant pour certains, que je veux quand même reprendre la parole, notamment par rapport aux 30 minutes qui ont été évoquées par Stéphane Troussel et Emmanuel Bonnet-Ouladj. Ces 30 minutes ne sont pas le temps d'activité physique dédié à l'EPS à l'école. Non, mais tel que ça a été présenté, on avait un peu le sentiment que c'était ça. Ces 30 minutes sont 30 minutes sur des temps de récréation, sur des temps de reconsidération des activités dans un contexte où ça génère un développement d'activité physique. À l'école, ce qui régit le contenu qui est développé à l'école, ce sont les programmes de l'éducation nationale qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Et comme je souhaite qu'on soit sur un temps de partage et de mutualisation, je vais vous donner les infos telles qu'elles sont. Vous pouvez accéder à ces documents. Et c'est ce qui régit les obligations des professeurs des écoles. Le temps d'activité physique et sportive, dans le cadre de l'éducation physique et sportive et pas du sport, c'est 3 heures par semaine. Voilà.
Alors bien sûr, Stéphane Troussel, vous gérez plutôt du second degré, avec des collèges notamment. Et bien entendu, ce sont des professionnels de la discipline, des profs d'éducation physique et sportive, mais à l'école élémentaire, la polyvalence du maître est réaffirmée. Si vous avez 2 minutes, on peut en reparler un petit peu après. Je vous remercie. Je veux bien réagir. En effet, c'est en plus de l'EPS, sauf que d'une part, les 3 heures d'EPS sont rarement effectives à l'école primaire. Il y a plus de moins de 30% de temps dédié à la formation des enseignants en premier degré. Pareil sur les arts graphiques. Enfin bon, bref, c'est toute cette question matière transversale. Et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant de se dire qu'il faut, entre guillemets, sacrifier le temps de récréation. Enfin, penser que ces 30 minutes doivent avoir lieu sur le temps de récréation, mais le temps de récréation, c'est un temps déjà où les gamins ils courent, ils se dépensent, et c'est un temps pour jouer, c'est un temps qui doit être en dehors de quelconque injonction. Je pense que ce n'est pas tout à fait le moment pour alourdir le débat, on peut en reparler, mais ce n'est pas sur du temps de récréation et que sur du temps de récréation, c'est des mises en condition pour que les activités physiques puissent se pratiquer. Maintenant, j'aurais d'autres propos par rapport aux fusions de clubs sur lesquels je voudrais revenir aussi. Voilà, je voulais juste revenir sur ce principe. Alors, je voudrais juste rajouter une petite information. Moi-même, j'étais conseillère pédagogique en Seine-Saint-Denis, à Aulnay 3000. Donc, je connais bien la Seine-Saint-Denis, et ce, pendant une 40aine d'années. Donc, je peux dire que en éducation, en activité physique et sportive, nous avons, alors je vais parler de ce que je connais, donc Aulnay-sous-Bois, je ne peux pas parler de tout le département, mais en tous les cas, à Aulnay-sous-Bois et à Aulnay 3000, il y a des intervenants qui pratiquent avec l'enseignant, qui pratiquent sur la base de projets d'activités physiques et sportives. On est bien d'accord qu'on ne parle pas de sport. Hein. Ici, on parle bien des enjeux du sport, bien entendu. Mais à l'école, il fallait remettre un petit peu les choses au clair et que vous ne soyez pas dans des informations qui ne sont pas tout à fait justes. Voilà. Donc, nos élèves à Aulnay-sous-Bois pratiquent les activités physiques et sportives grâce à des intervenants et à des heures qui sont consacrées tout au long de l'année sur la base de différents modules. Bon, on va pas faire un débat. Merci beaucoup. On va pas faire un débat. Mais c'était bien de préciser les choses. Vous avez raison, madame. Vous avez parfaitement raison. Mais par exemple, ces intervenants, c'est des intervenants qui interviennent bien souvent dans le cadre de projets en complément avec l'éducation nationale, dans le cadre de l'éducation nationale. C'est vrai, peut-être dans certains cas. Et puis, par exemple, vous pouvez avoir des collectivités... je pense que c'est mon rôle, mais vous pouvez avoir des collectivités qui, pas avec les mêmes moyens, peuvent permettre des interventions complémentaires, supplémentaires. C'est le cas dans Paris, par exemple. Dans les écoles parisiennes, il y a des intervenants dans le domaine sportif, dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, en dehors et en plus de l'intervention de l'éducation nationale. Eh bien, écoutez, moi, je ne trouve pas ça juste. Je considère que quand on croit à l'égalité entre les territoires et entre les citoyens dans ce pays, ça ne peut pas dépendre du bien vouloir et des moyens de telle ou telle collectivité de renforcer la pratique sportive. Par exemple, s'agissant de la pratique sportive, mais on pourrait aussi en parler s'agissant de l'éducation musicale. Aujourd'hui, dans notre pays, s'il y a des programmes d'éducation artistique et culturelle à l'école, au collège ou au lycée, c'est exclusivement grâce aux moyens mobilisés par les collectivités locales. C'est un fait. Le grand plan en faveur de l'art et de la culture s'agissant de ce domaine-là, mais je pense aussi... moi, j'ai fait des résidences sportives à l'occasion des Jeux dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Excusez-moi de constater que l'éducation nationale n'y met pas 1 euro dans ce programme supplémentaire que nous avons dédié. Donc oui, je crois que nous devons échanger collectivement sur la part des moyens que nous voulons consacrer à l'école, au sport dans notre pays. Et si nous voulons le faire de manière plus égalitaire sur l'ensemble du territoire, eh bien, c'est le rôle de l'État, de la puissance publique, d'essayer de faire en sorte que ces moyens soient attribués plus justement et ne dépendent pas seulement des moyens de tel ou tel. Moi, j'aurais une question à vous poser, parce que c'est un sujet qui
nous mobilise collectivement énormément, parce que pour qu'on prenne les bons comportements et qu'on intègre l'activité physique et sportive dans son quotidien pour devenir une véritable nation sportive, il faut que ça commence dès l'école. Et force est de constater quand même qu'il va falloir craquer un truc au sein de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de mal à considérer, à reconnaître le sujet sportif dans le cursus. Alors moi, je suis fils de prof de PS. Et j'ai une question à vous poser. Sur un niveau sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau vous posez le sport, combien il représente dans la perception des profs, dans leur perception de cet élève par rapport à ce qu'il est, par rapport à son équilibre, au respect des règles, la tolérance, la confiance en soi, l'insertion, à ce qu'il deviendra demain un bon citoyen. Sur une échelle de 1 à 10, selon vous, l'éducation nationale le situe où par rapport à ses qualités sportives? Je ne sais pas si ma question est très très claire. En gros, si on compare à l'histoire géo, aux maths, aux matières, au français, etc., est-ce que le sport est réellement considéré? Alors, d'une part, je ne peux pas me substituer au ministre, mais sur le principe, les choses sont relativement claires. Il faut savoir que les programmes changent très souvent déjà. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, lorsqu'il y a nous-mêmes conseillers pédagogiques qui étions amenés à organiser des formations autour des activités physiques et sportives. Lorsque j'ai cessé mon activité, mon inspecteur m'a dit « Tiens, c'est ta dernière année, fais-toi plaisir, fais une animation sur l'éducation physique et sportive. » Le reste du temps, bien entendu, c'est le parent pauvre, c'est ce qui vient derrière et c'est tout ce qui arrive quand, surtout en ce moment où on est maths français par rapport à des enjeux bien spécifiques, mais on peut en reparler un petit peu après. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est transversal, qui est transparent. Ouais. Voilà. Maintenant, pour Paris, c'est bien entendu autre chose. Et je vous rejoins sur le principe aussi de savoir, sur les 3 heures, combien d'heures sont réellement pratiquées. Bon, mais même à Paris, sincèrement, il y a un intervenant extérieur, mais il ne fait qu'une heure sur les 3 heures au programme, ça je peux vous le dire, mes enfants sont scolarisés à Paris. Donc ça, certes, c'est déjà mieux, mais ça ne répond pas à la question. Moi, je voulais juste dire une chose quand même, qu'effectivement, l'héritage des Jeux, et je vais balayer devant ma porte, il passera à côté de cet enjeu pour changer véritablement le quotidien des élèves. Les 30 minutes, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une brique pour s'assurer que les enfants ont un niveau d'habilité motrice suffisant pour prendre du plaisir à faire du sport. Parce que les profs de PS, enfin, je peux vous le dire parce que moi j'étais à l'initiative de cette mesure, nous ont dit à l'entrée en 6e, les enfants ne savent même pas faire un cloche-pied, ne savent pas faire un lancer, ils ne savent pas courir. Donc là, on a véritablement un programme, parce que si on veut que nos enfants fassent du sport, et être une nation sportive, c'est pas faire 30 minutes, c'est faire du sport, eh bien il faut prendre du plaisir à faire du sport. Et pour prendre du plaisir, il faut être à l'aise avec son corps. Et si les jeunes filles décrochent à l'adolescence, c'est aussi parce qu'elles ne prennent pas suffisamment de plaisir au moment où leur corps change en faisant du sport. Donc on en revient à ces 30 minutes qui sont complémentaires à l'EPS obligatoirement, et il y a un travail qui devrait être fait, et notamment les CPC, les CPD doivent jouer un rôle là-dessus, de réconciliation des enseignants avec le PS. Et les 30 minutes, ça peut être aussi un levier, un marchepied pour que les enseignants mettent en place les 30 minutes et derrière enclenchent le PS. Dernier point, il y a quand même un enjeu majeur aussi de créer des liens entre les clubs de proximité et les écoles. C'est tout le sens du label Génération 2024 qu'on a largement déployé depuis quelques années avec les Jeux. Il faut aller au bout de la logique, il faut que ce label il continue, et là je recoupe avec les propos de Stéphane, il ne faut pas s'arrêter là, l'héritage il doit continuer, et il faut donner des moyens au mouvement sportif aussi pour que les interventions des clubs dans les écoles ne soient pas seulement des initiatives one-shot une fois, mais soient vraiment sur des cycles pour que à la fois les enfants prennent du plaisir et découvrent l'activité en sachant au bout de 6 séances s'ils aiment cette activité et s'ils veulent rejoindre le club, et deuxièmement pour que l'enseignant, lui, soit presque formé par l'éducateur après 6 séances pour lui-même mettre en place l'activité d'EPS quand l'éducateur entrera dans son club. Ça, ce sont des enjeux majeurs. Sachez qu'on y travaille beaucoup, que c'est pas simple, vous connaissez l'éducation nationale comme moi, mais on lâchera rien jusqu'au bout. Eh bien, écoutez, il me semble que la vivacité des échanges montre une chose, c'est que le sport est un enjeu de société. Et on va clôturer la table sur cette phrase. Malheureusement, on ne peut pas prendre vos questions parce qu'on a déjà écoulé le temps imparti. En revanche, je vous invite à rester pour la table suivante, qui est la dernière table de ce colloque. Merci à toutes et à tous, et merci aux 4 intervenants et intervenantes.